Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, 4e et dernier jour d'audience de confirmation des charges devant la CPI contre Charles Blé Goudé. Les juges de la Cour pénale internationale vont avoir 2 mois pour décider de renvoyer ou pas à un procès l'ancien ministre de la Jeunesse, Laurent Gbagbo. À la une également, les manifestants hongkongais qui font le siège devant le gouvernement, l'ultimatum des étudiants qui réclament la démission du chef de l'exécutif arrive ce jeudi à terme. L'actualité judiciaire, l'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé prend fin ce jeudi. Hier, la représentante légale des victimes à la Cour pénale internationale a accusé l'ex-leader des jeunes patriotes d'être co-auteur direct de ces violences qui ont émaillé la présidentielle de 2010. Elle réclame justice pour les victimes. Après Fatou Bensouda, Paulina Massida enfonce le clou. La représentante légale des victimes accuse Charles Blé Goudé d'être co-auteur direct des violences et autres crimes qui ont émaillé la présidentielle de 2010. L'ancien président n'a pas pu agir toute seule. Un plan d'une telle ampleur ne pouvait pas être accompli par une seule et unique personne. Et en effet, ce plan a pu être mis en place grâce à l'action de l'entourage de M. Gbagbo, dont M. Blé Goudé était un membre influent, dévoué et loyal. M. Charles Blé Goudé, à l'époque des faits, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, mais surtout leader des jeunes patriotes et porte-parole de M. Gbagbo près d'eux, a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan commun. Une vague de violence qui ne doit être impunie selon la représentante des victimes. Elle réclame la responsabilité pénale de Charles Blé Goudé dans la crise de 2010. Les événements qui nous occupent aujourd'hui ont causé des centaines de morts et de blessés, ainsi que de centaines de femmes violées. Les victimes attendent encore que la justice un jour leur soit rendue. Pour la représentante légale des victimes, Charles Blé Goudé doit être jugé à la CPI, la Cour pénale internationale. L'audience de confirmation des charges est à son 3e jour. Voilà, au Mali, la mairie du district de Bamako a servi de cadre hier au lancement du projet Alstom Afrique mairie du district de Bamako à travers le projet Bamako Horizon 2030. Selon le maire du district, Bamako ne voudrait pas rester en marge ni rater le démarrage des trains de la modernité. Djibrila Maïga et Moussa Bari. Ce tarimage Alstom Bamako pose déjà les jalons d'une collaboration pour les années à venir. Principal défi, faire de la capitale malienne une ville propre, des transports ponctuels et sécurisés, une ville modèle à travers la mobilité urbaine, la gestion de l'eau et des déchets. Une cité multipolaire, bref, un espace où il fait bon vivre. Mais le défi ne peut être relevé sans le concours de tous. Il est devenu impérieux pour les villes africaines de maîtriser leur développement pour éviter l'asphyxie. À Bamako, nous devons faire face à 5,4% de croissance annuelle de la population qui représentera 6 millions d'habitants pour la ville de Bamako à l'horizon 2050. Il s'agira pour nous de faire de Bamako un hub naturel, un territoire attractif à 90 minutes de l'ensemble des capitales ouest-africaines. La modernisation du système de transport urbain à Bamako, un projet innovant et structurant qui entend s'inspirer de l'expérience d'Alstom Afrique. Toute cette ambition-là, tout ce projet qui est porté par l'ensemble des Maliennes et des Maliens, eh bien c'est un honneur pour nous, un groupe industriel Alstom, de pouvoir participer, accompagner les efforts qui sont les vôtres. En début de cérémonie, une présentation de la ville de Bamako à l'horizon 2030 a été faite aux hôtes du jour par les responsables en charge du transport urbain de Bamako. Alstom est un des leaders mondiaux en infrastructures de production électrique, de transmission et de transport ferroviaire. Elle est implantée dans 100 pays dans le monde. Au Mali, l'entreprise Alstom est déjà présente à Bamako dans le cadre de l'énergie. Des échanges de cadeaux ont mis fin à cette cérémonie.
ONU Femmes a procédé mardi dernier au lancement de sa collaboration avec la société civile du Sénégal. Il s'agit d'un groupe de 12 personnes qui jouent un rôle moteur dans la réalisation des objectifs stratégiques communs que sont l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et les droits des femmes. Lustina Sanya, Suleiman Anne et Antoumar de notre bureau à Dakar. ONU Femmes lance le groupe consultatif informel régional de la société civile autour d'experts issus de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce groupe consultatif jouera un rôle de conseil et fournira des recommandations stratégiques sur les questions liées à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et sur toutes les autres priorités thématiques d'ONU Femmes. Il contribuera également au renforcement des partenaires stratégiques et du dialogue entre ONU Femmes et la société civile dans la région. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, donc, c'est le lancement officiel du groupe qui va conseiller le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour nous, cela est très très important. Ça nous permet d'avoir les opinions de la base. Ça nous permet aussi de mieux orienter nos activités pour être sûr que nous sommes en train d'adresser les priorités et les besoins des femmes dans le sens d'une meilleure égalité entre hommes et femmes. Le groupe n'a pas formellement de relation directe politique avec l'État. Le groupe joue un rôle de conseil sur nos programmes, mais puisque ONU Femmes, dans tous les pays, accompagne la politique de l'État pour promouvoir l'égalité des sexes dans les politiques et dans les budgets, forcément, à travers ces activités, le groupe va avoir des interactions donc, avec les États, mais à travers ONU Femmes, en conseillant, en orientant les programmes et les activités. Les groupes consultatifs de la société civile d'ONU Femmes sont des espaces d'échange et d'engagement permanents, qu'ils soient régionaux, nationaux ou mondiaux. ONU Femmes soutient la participation de la société civile à de nombreux processus intergouvernementaux. Le président Alpha Condé était en début de semaine en France pour une visite de coopération reçue par le président François Hollande. Les deux hommes ont échangé sur la coopération bilatérale entre Conakry et Paris et également la lutte contre le virus Ebola. En plus d'un apport financier, la France prévoit la construction d'un hôpital de campagne à Zérékouré. Au palais de l'Élysée, le chef de l'État français quitte le perron pour venir accueillir son homologue. Ce qui prouve à suffisance l'amitié et la solidarité que François Hollande a pour professeur Alpha Condé. L'occasion a été mise à profit par les deux présidents pour discuter davantage du sujet brûlant du moment, le virus Ebola. Une épidémie aujourd'hui qui préoccupe le président François Hollande, résolument déterminé à soutenir son frère et ami, professeur Alpha Condé. J'ai plaidé, comme d'ailleurs Alpha Condé, aux Nations Unies pour que la mobilisation s'intensifie. La Banque mondiale joue un rôle majeur et je crois que le président voudra la saluer. Le président des États-Unis, Obama, a également contribué à cette prise de conscience qu'Ebola nous concernait tous. Et le Conseil de sécurité a même adopté une résolution qui considère que Ebola, cette épidémie, est une menace pour la sécurité du monde. Grâce à la mobilisation du président Hollande, aujourd'hui, les Nations Unies ont pris en main. Le Conseil de sécurité a voté avec le soutien de 130 États. Le président Obama a fait un discours très fort. Et le président de la Banque mondiale surtout, qui est un expert des épidémies. Donc nous demandons aujourd'hui 4 choses. D'abord, l'Ebola est une maladie grave, mais ce n'est pas une fatalité. On peut guérir de l'Ebola. Plus tôt vous êtes pris, plus vous pouvez guérir. Ensuite, nous devons renforcer notre système de santé pour qu'à l'avenir, pour n'importe quelle épidémie, nous puissions faire face nous-mêmes. Le président de la République a également remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des acteurs aujourd'hui plus que jamais engagés à gagner cette lutte. Et c'est pourquoi même le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui considère que Ebola est une menace contre la sécurité du monde. Hors de nos frontières, au Texas, à l'hôpital où a été pris en charge le malade atteint du virus Ebola, a admis avoir fait une erreur de diagnostic. Le patient a été renvoyé chez lui avant de revenir 3 jours plus tard en ambulance. Un premier cas d'Ebola aux États-Unis qui soulève des questions, car l'hôpital texan n'aurait pas anticipé la gravité de la situation.
Quand le patient, rentré du Libéria depuis quelques jours, s'est présenté au personnel soignant, il a d'abord été renvoyé chez lui avec une prescription d'antibiotiques. Il n'a été hospitalisé que 2 jours plus tard. Le 24 septembre, le patient a commencé à montrer des symptômes. Le 26, il s'est présenté à l'hôpital pour se faire soigner. Et dimanche, le 28, il a été transporté dans un hôpital au Texas et placé à l'isolement. Les médecins cherchent désormais à identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient libérien. Il serait près d'une vingtaine sous étroite surveillance médicale. Parmi eux, 5 étudiants de Dallas et de jeunes enfants. Les voisins attendent des explications. Ça nous ennuie parce que nous sommes inquiets pour les enfants. On ne sait rien pour le moment. On attend qu'on nous en dise plus. Dans cette école, 5 élèves ont été en contact avec le malade. Des parents sont venus chercher leurs enfants pour éviter tout risque de contagion. Je vous l'annonçais en titre, Hong Kong qui s'apprête à vivre une journée peut-être décisive. Les manifestants pro-démocratie ont promis d'occuper les locaux gouvernementaux si le chef de l'exécutif ne démissionne pas. La mobilisation qui reste toujours très forte. Alors, qui sont justement les leaders de cette contestation? Voyons cela dans ce reportage. Symbole du mouvement de protestation à Hong Kong, les parapluies qu'utilisent les protestataires pour se protéger des gaz lacrymogènes. Mais sous ces parapluies, il y a aussi des leaders. Ils sont étudiants, banquiers ou universitaires. Joshua Wong, le Benjamin, n'a que 17 ans. Malgré son jeune âge, les autorités le qualifient d'extrémiste. Et la semaine dernière, le lycéen a même passé 2 jours en détention. Professeur de droit, Binitai est l'un des fondateurs du mouvement de désobéissance civile surnommé Occupy Central, un mouvement qui occupe désormais le quartier des affaires. Dès juin dernier, Binitai n'avait pas hésité à organiser une consultation sur les réformes politiques à mener à Hong Kong. Gestionnaire de fonds, Edward Chin a rallié très tôt le mouvement Occupy Central, soutenu par des financiers qui voient d'un mauvais œil l'immixtion de Pékin dans les affaires économiques de Hong Kong. Ce n'est pas une vraie démocratie. Pékin veut continuer à contrôler Hong Kong. Et dans le même temps, ils ralentissent le développement de Hong Kong et freinent nos revendications. Autant de personnalités différentes qui se retrouvent sur un point, le rejet de la tutelle chinoise et du chef de l'exécutif hongkongais, dont les caricatures accompagnent désormais toutes les manifestations. Et cet engagement de la Turquie au sein de la coalition contre l'organisation État islamique, au départ hostile, le gouvernement a déposé au Parlement une motion autorisant l'intervention de son armée en Irak et en Syrie. Un vote aura lieu dans quelques heures. La Turquie, bientôt aux côtés de la coalition pour combattre l'organisation de l'État islamique. Mercredi, le président turc s'est exprimé devant le Parlement. Son discours intervient avant le débat qui aura lieu ici même ce jeudi sur le rôle d'Ankara face à la menace djihadiste. Il pose les conditions d'une coopération. Face à la terreur, en tant que nation, nous sommes ouverts et prêts à toute coopération. Mais tout le monde doit savoir que la Turquie n'est pas un pays qui se satisfera de solutions temporaires. Il rappelle que le départ du président syrien Bachar el-Assad est une priorité au moment où les djihadistes ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la frontière turque. Ce jeudi, un texte sera donc débattu au Parlement. Il prévoit la possibilité de conduire des opérations transfrontalières sur le territoire de l'Irak et de la Syrie, mais aussi de permettre le déploiement de troupes étrangères sur les territoires turcs. Il devrait être largement approuvé. Ankara souhaite également la création d'une zone tampon au nord de la Syrie pour accueillir les réfugiés, plus de 160 000 aujourd'hui, et protéger sa frontière. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.